J'ai programmé des créatures aquatiques. Elles ont évolué. Bon, aujourd'hui, alors que la planète entière attend une vidéo sur Mario, Ouais, mais c'est pas toi qui décide. on va programmer des créatures aquatiques et simuler la sélection naturelle pour voir quelle est la créature optimale pour la nage. Si vous aimez l'évolution, vous allez vraiment pas être déçu. Et si vous n'aimez pas l'évolution, vous êtes certainement un prokaryote, et par conséquent, vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton d'abonnement. Donc, on va commencer par programmer le moteur physique et le fonctionnement des créatures, ensuite on va créer notre algorithme de sélection naturelle, et enfin, on va s'émerveiller devant l'évolution de nos créatures. Et c'est parti. Voici pour commencer quelle va être la structure des créatures. On va avoir des points qui serviront d'articulation et des liens entre ces points qui serviront de membres. Je commence par créer ces points et programmer leur affichage et je rajoute une caméra qu'on peut bouger et zoomer pour quand les créatures se déplaceront. Chaque point a une position et une vitesse. À chaque pas de temps, c'est-à-dire 50 fois par seconde, on ajoute la vitesse à la position pour obtenir du mouvement. C'est l'heure de rajouter les liens, essentiellement c'est une ligne droite qui relie le centre de deux points. Là je crois que c'est bon. Tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Oui, il faut pas oublier de rajouter le fonctionnement des liens. À chaque pas de temps, on va regarder la distance entre deux points liés et la comparer à la longueur voulue du lien. Et si c'est plus grand, on lui dit « reviens ici » et on applique une petite force pour les rapprocher. Et même chose à l'envers si les points sont trop proches. Voilà, parfait, regardez comme ça marche bien. Dans les tests que vous voyez depuis le début, là, c'est moi qui décide manuellement de faire bouger les points et les liens. Mais évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que la créature puisse bouger toute seule et prendre ses propres décisions dans la vie. Donc, comment ça va marcher? À chaque pas de temps, la créature pourra toute seule appliquer des forces sur ses points. En particulier, ce qui paraît logique, c'est que quand deux points sont attachés au même point comme ici, la créature devrait avoir la possibilité de les serrer ensemble, comme quand on contracte le biceps pour rapprocher le poignet de l'épaule. Sauf que si on applique juste deux forces comme ça, il se passe ça. See you again. La base en physique, c'est que la créature toute seule ne devrait pas pouvoir se déplacer dans le vide, et que donc on doit rajouter une force opposée à chaque force précédente pour garantir que la créature reste bien en place quand elle se contracte. C'est ce qu'on appelle la première loi de Newton quand on a très envie d'avoir l'air intelligent. Vous voyez là, la créature reste en place quand elle se contracte, c'est parfait. Maintenant, on donne juste aux créatures la possibilité de se contracter pour chaque articulation. Il nous reste encore à déterminer comment est-ce que la créature va choisir de se contracter ou pas. J'ai fait au plus simple. Chaque créature va avoir une sorte d'horloge interne qui tourne, par exemple une fois toutes les 2 secondes, et une liste de positions qu'elle va essayer d'atteindre à chaque instant en fonction de où elle en est dans son horloge. Et les créatures pourront avoir chacune une vitesse d'horloge et une liste de positions qu'elles cherchent à atteindre différentes. Maintenant que les créatures fonctionnent, tout ce qui manque au moteur physique pour être complet, c'est de rajouter la physique de l'eau. Il y aurait plusieurs façons de faire. La première méthode serait de programmer une vraie simulation de physique de fluide et de juste mettre la créature dedans. Mais simuler des fluides entièrement, ça demande de calculer la vitesse du fluide pour plein de positions avec 1000 vecteurs, et ça demande beaucoup de puissance de calcul. Or, les simulations d'évolution, ça demande déjà beaucoup de puissance de calcul parce qu'on veut simuler des centaines de milliers de créatures, les voir progresser, donc cette première option c'est plutôt adapté dans le cas où vous disposez d'un super calculateur de la NASA, et puisqu'actuellement je fais tourner mes codes sur un petit Mac de merde rose, on va devoir rejeter cette première option. On va donc plutôt prendre des règles simples qui approximent la réalité en étant plus rapide à calculer. Première loi, on va regarder chaque membre individuellement et voir comment son mouvement déplace l'eau en supposant que l'eau était immobile. Ce qui est en fait une très bonne approximation dans la majorité des cas, ne vous inquiétez pas. Et simuler le fait que si le membre pousse l'eau dans une direction, on doit lui appliquer une force dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le principe action-réaction, ou encore la troisième loi de Newton si on est vraiment très intelligent. Avec la première loi seule, on obtient ça. Deuxième loi, si deux membres sont attachés au même point et que l'angle est faible, l'interaction entre les deux membres devient importante et on peut plus les considérer individuellement. Aussi, considérer que l'eau entre les deux est immobile devient complètement faux. Dans ce type de cas, on regarde le volume d'eau expulsé et la vitesse d'expulsion et ça nous donne l'accélération et la résistance qu'on doit rajouter. Ces deux lois ensemble donnent pratiquement la même physique qu'avec une vraie simulation de fluide, tout en allant genre 1000 fois plus vite à calculer. Et ça y est, enfin, on a fini le fonctionnement complet des créatures aquatiques, on va maintenant voir comment les faire évoluer. Alors là, certains d'entre vous vont peut-être me dire « bof ». Et vous auriez entièrement raison. Alors, on va régler ça maintenant. Bim, bam, boum. Alors, on est sous l'eau ou on n'est pas sous l'eau? Bon, la suite là. L'évolution va se passer comme suit. On va générer 1000 créatures, les laisser nager pendant 10 secondes, leur donner un score et trouver les 500 meilleurs.
Ensuite, ces 500 meilleures vont se reproduire, chacune d'elles va produire une copie d'elle-même, mais avec des mutations. Les mutations peuvent être soit un changement dans les positions que la créature essaye d'atteindre, soit un changement de sa vitesse d'horloge, soit carrément l'ajout ou la suppression d'un ou plusieurs membres, mais ça c'est plus rare. Et ensuite, on va retester toutes ces créatures, leur redonner un score et à nouveau sélectionner les 500 meilleures pour se reproduire, etc. etc. Il nous reste à déterminer qu'est-ce que c'est qu'une créature meilleure, c'est-à-dire comment attribuer le score de chaque créature. On pourrait se contenter de juste choisir les créatures les plus rapides, mais quand je fais ça, les meilleures créatures sont toujours des trucs comme ça. Nul, 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 nul. C'est archi nul, vous imaginez si après 10 mois d'absence je reviens avec cette merde? 100% de désabonnement. La raison pour laquelle on obtient ça, c'est qu'on est en fait assez loin de l'évolution comme elle se passe dans la nature. Dans la nature, non seulement c'est avantageux de nager vite, mais il faut surtout nager de façon efficiente, c'est-à-dire en utilisant le moins d'énergie possible. C'est cette pression à économiser des calories qui crée les jolis mouvements continus et souples qu'on observe dans la nature. C'est donc normal qu'on obtienne des mauvais résultats dans une simulation où les créatures n'ont pas de limitation sur leur énergie ou leur force. On va donc rajouter ce deuxième critère. On va calculer pour chaque créature combien d'énergie elle dépense pour nager et privilégier les créatures qui ont la dépense la plus basse. Maintenant, on a un nouveau problème qui apparaît. Les créatures les plus grosses vont forcément dépenser plus de calories pour se déplacer et vont donc être désavantagées. Par exemple, si on prend une créature petite et une créature 2 fois plus grosse, il serait normal que la grosse créature dépense 2 fois plus d'énergie. On aurait même envie de dire que si la grosse créature dépense 2 fois plus d'énergie, elle est aussi efficiente que la petite, et que si elle dépense moins que 2 fois plus d'énergie, elle est même encore plus efficiente que la petite. On va donc rajouter ce dernier critère de sélection, la taille. On va dire que les créatures peuvent dépenser de l'énergie proportionnellement à leur taille et garder le même score final. Ça y est, on a enfin mis en place tous nos critères de sélection, et vous êtes ultra impatient de voir de l'évolution vu qu'on est déjà à je sais pas combien de minutes de la vidéo, donc lançons sans plus attendre la simulation. Et c'est parti. Nous sommes à la génération 1 avec nos 1000 créatures aléatoires. On a des créatures très différentes en taille et en fonctionnement, mais qui ont toutes un point commun, elles sont nulles. Rappelez-vous, ces créatures ont été générées aléatoirement et n'ont pas de notion de distance parcourue ou d'efficience, donc la plupart ne se déplacent pas vraiment. On teste l'ensemble des créatures pendant 10 secondes, on leur donne leur score, et maintenant on peut les trier de la meilleure à la pire et voir quelles sont les créatures qui ont du potentiel. Donc, je demande au programme de les trier, et maintenant on va directement voir quelle a été la meilleure créature de toutes. Attention, suspense, ça. Ok, bon, c'est la créature la plus simple possible avec une seule articulation, on pourrait appeler ça la méduse. Si on y réfléchit, au début les petites créatures sont avantagées simplement parce que c'est plus probable qu'elles fassent des choses correctes par hasard. Alors que pour qu'une grosse créature naisse direct avec tous les mouvements de ses 15 articulations parfaitement fluides et coordonnées, il faudrait une chance de fou. On voit que parmi les autres créatures qui ont bien réussi, il y a quand même des créatures un peu plus grosses. On a souvent des mouvements d'ondulation et des mouvements de rame. Intéressant pour la suite. On peut maintenant aussi aller voir les pires créatures. Donc, la pire de toutes, c'est aussi une méduse. Elle bouge beaucoup et dépense beaucoup d'énergie et fait quand même un surplace presque parfait. Bravo. On a aussi des grosses créatures qui convulsent sur place et qui arrivent à être à peu près arrêtées tout en dépensant énormément d'énergie. Toutes ces créatures de la fin du classement, c'est celles qui vont disparaître et qui seront remplacées par les enfants des 500 meilleures créatures à la génération 2. Donc ça y est, là on est à la génération 2, globalement c'est encore assez n'importe quoi. On reteste toutes les créatures et on les retrie de la meilleure à la pire. On voit que la meilleure créature est toujours une méduse, légèrement différente. Ça se voit pas trop mais celle-ci dépense un peu moins d'énergie que celle de la génération 1 pour la même distance. Maintenant, on va encore une fois éliminer les 500 pires créatures et reproduire les 500 meilleures pour avoir la génération 3. Mais... bien évidemment, je vais arrêter de commenter car c'est l'heure du montage. Voici un montage de la meilleure créature en fonction des générations, let's go.
Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je viens de vivre un truc absolument dingue là. J'ai jamais été aussi bouleversé en sortant d'une salle de cinéma. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration. Aïe aïe aïe, magnifique. J'espère que je vous ai mis des étoiles dans les yeux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez pleuré d'admiration. C'est l'heure de comprendre comment fonctionnent les créatures qui ont bien performé. On va commencer par la méduse. Ça paraît assez intuitif, mais il y a une subtilité. Quand la méduse se contracte, elle génère une force vers l'avant, mais quand elle se rouvre, elle génère la même force vers l'arrière. Donc il faut voir pourquoi elle avance plus que ce qu'elle recule. La raison c'est que, après sa contraction, elle est dans cette position qui est très hydrodynamique et qui lui permet de bien glisser. Alors que, après son ouverture, elle est dans cette position qui freine son reculage. Donc au total, à chaque cycle, il y a une avancée nette. Ensuite, on a la 3 méduse, une sorte de méduse à 3 branches. Sa méthode est une sorte de combinaison entre la méthode de la méduse et une sorte de poussée de rame. Je suis pas bien sûr de comprendre comment ça peut être plus efficient que la méduse, mais bon voilà, bien joué 3 méduses. Il y a aussi un outsider qui n'a jamais été la première créature d'aucune génération, mais qui est passé très proche de l'être en même temps que la 3 méduse. C'est cette créature là que je trouve assez stylée avec un mouvement très biologique, d'abord une sorte d'ondulation avec sa queue, puis 2 coups de rame avec ce qui ressemble à des bras. Je sais que vous l'aimez autant que moi, alors je vous la laisse encore quelques instants. Et maintenant, ceux qui ont plié le game, les serpents. À partir de la génération 55, c'est que des serpents qui ont toujours été en tête de chaque génération. On va essayer de comprendre ce qui rend les serpents tellement plus performants que les autres. Le but pour avancer, c'est de pousser de l'eau vers l'arrière pour générer une poussée de la créature vers l'avant. Mais remarquez que pour toutes les autres créatures, on a un problème. Il y a une première phase positive où la créature pousse de l'eau vers l'arrière pour avancer, puis une deuxième phase négative où la créature revient dans sa position de départ et se freine. La créature est obligée de passer par cette phase négative où elle se freine pour pouvoir revenir à sa position de départ, recommencer le cycle et à nouveau pousser dans la bonne direction. Mais cette phase négative est une grosse perte d'énergie en plus d'être une perte de vitesse. Alors que pour notre super serpent, il n'y a pas vraiment de phase négative. Il englobe un gros volume d'eau en se mettant en forme de vague, il ondule pour propulser tout ça vers l'arrière et générer une grosse force, et revient tout seul à sa position initiale de par la forme cyclique des vagues. C'est clairement un gros avantage et c'est pas surprenant que ce soit assez proche de la solution qu'ont adopté beaucoup d'animaux marins dans la vraie vie. L'absence de phase négative et leur hydrodynamisme qui est aussi pas mal me paraissent être les raisons principales qui expliquent pourquoi les serpents ont autant dominé la population. D'ailleurs, voici pour ceux que ça intéresse le graphique de la portion des principales espèces en fonction des générations. On voit que rapidement les méduses se sont multipliées au début avant d'être remplacées par les 3 méduses et puis c'est les serpents de taille 4 à 10 qui ont été majoritaires pour le reste. Et maintenant, une course entre les meilleures créatures de chaque espèce pour conclure sur un truc stylé. Waouh, super vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des créatures qui évoluent pour faire d'autres trucs, courir, grimper, sauter, ce que vous voulez. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont attendu mon retour pendant tout ce temps. Merci. Merci aussi à ceux qui m'ont envoyé des putains de mails pour me dire de refaire des vidéos. Merci également aux 53 personnes qui ont disliké ma vidéo sur Geometry Dash. Et surtout, merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo où je ferai une IA qui joue à...